Donc, merci d'être venus si nombreux, même s'il y a encore quelques chaises clairsemées. Mais bon, on attend à peu près d'inscrits, on disait tout à l'heure, entre 130 et 140 personnes. C'est le format à peu près habituel des forums d'IDL 95. Imaginez l'avenir, tel est l'enjeu de cette journée, entre autres, est en premier lieu un exercice de prise de recul, de distance avec l'objet à imaginer, à définir, à faire naître. Une prise de recul avec soi-même, avec son environnement, son passé, son histoire. Imaginer l'avenir passe par une introspection des éléments qui nous ont construits et nous construisent. Imaginer l'avenir ne peut pas être une projection à plat du présent, une mise en perspective simple qui évincerait toute inclusion de paradigmes différents ou nouveaux. Au cours de cette journée, deux objets vont concentrer notre attention et nos réflexions. L'objet logement-hébergement et l'objet associatif. Tous deux sont porteurs de valeurs fondamentales en termes humanistes, d'égalité, de droit, de combat et de liberté. La capacité, le champ d'activité que nous explorons aujourd'hui, si massivement constitué d'associations, n'est-il pas le reflet d'une volonté citoyenne, d'une dynamique démocratique? La représentation d'une lutte collective contre l'insoutenable absence d'habitat pour tous. Le statut associatif, de par son histoire, est un élément majeur de l'ADN démocratique. Le champ du logement-hébergement, sans le tissu associatif, ne pourrait exister. La volonté organisationnelle, régulatrice des politiques publiques, doit prendre en compte cet élément majeur de la dynamique de ce secteur. A contrario d'autres statuts juridiques ou organisations, le secteur associatif mobilise un nombre important de bénévoles volontaires qui augmente d'autant la capacité d'activité de ce secteur d'activité. Malgré la pénurie des vocations bénévolat, ces derniers restent aux côtés des professionnels du secteur des acteurs importants. L'articulation de ces deux corps, professionnels et bénévoles, donne au tissu associatif toute son originalité, sa vigueur, tout en notant des fois sa faiblesse. Si la multiplicité des acteurs associatifs pose la question de leur coordination, de leur cohérence d'action, elle est le gage d'une irrigation importante du territoire, d'une proximité avec les besoins et les singularités. Une force d'innovation indéniable. Au-delà de cette capacité reconnue à innover, à s'adapter, la question de la capacité à financer pose la question de la taille des associations en termes d'assiette financière. La question de la taille critique n'est pas résolue et reste bien à travailler. La résolution de la difficile équation, capacité d'innovation, subsidiarité, capacité à financer, reste un des éléments de notre réflexion d'aujourd'hui. Big is beautiful, comme disent certains. That is the question, comme diront d'autres. Mais big n'est pas toujours très agile. Dixit feu les dinosaures. Pour penser l'avenir, il est une équation à données multiples. Capacité d'innovation, subsidiarité, capacité à financer, valeurs démocratiques, valeurs humanistes, valeurs de la performance, même si ce mot est un peu galvaudé de nos jours, mais il reste quelque chose à travailler. Professionnalisation, qualité de service, capacité de gestion, autant d'items qu'il est nécessaire d'articuler, de réarticuler vers des paradigmes inconnus. La définition de ces nouveaux paradigmes nécessite certes une connaissance de son histoire, mais porter son regard au-delà de ses frontières peut permettre de nourrir nos réflexions sur de nouveaux modèles de coopération. Loin de moi l'idée de prendre à témoin le modèle allemand. Il s'agit plus de regarder du côté des clusters, des pôles de compétitivité, de modèles coopératifs dynamiques ayant la capacité d'articuler assiette financière et capacité d'innovation.
Mais nos réflexions ne doivent pas nous éloigner de l'objet de nos associations, du cœur de notre activité, l'accompagnement des personnes en situation de rupture ou de mal logement. Là reste l'essentiel. Cette journée de réflexion que nous vous proposons est une forme de retour vers le futur. Alors soyez imaginatifs tout au long de cette journée. Faites-nous part de vos idées, de vos interrogations, des éléments d'histoire qui seront à partager avec les intervenants. Et je profite de cette journée, de cette petite introduction, pour d'une part remercier la ville de Bessancourt de son accueil, même si entre le moment où on a initialisé et puis aujourd'hui il y a eu un petit peu de temps, mais on y arrive, on y est arrivé. Remercier l'équipe professionnelle d'IDL pour l'organisation de cette journée, comme chaque année, leur implication. Je remercie aussi le Conseil régional d'Île-de-France pour son soutien financier quant à la mise en réseau de l'activité d'IDL. Et je vous remercie d'être là. Bonne journée à vous et bonne réflexion. Merci Monsieur le Président, et puis donc bienvenue à vous tous. On est très heureux de vous accueillir. Surtout que nous sortons à Bessancourt de 2 mois de débats assez vifs sur le logement. Parce que Bessancourt construit beaucoup, construit à l'orée de 2015 près de 900 logements. Donc c'est une révolution sur une petite commune. Et donc cela crée des inquiétudes et des débats. Et je pense qu'on a passé une vingtaine d'heures de réunions publiques depuis septembre pour essayer à la fois de convaincre, rassurer, initier. Et c'est pas toujours évident, surtout qu'il paraît que les maires bâtisseurs ne repassent pas aux élections d'après. Donc voilà, les perspectives sont mauvaises. Alors pourquoi tous ces débats chez nous? Parce que le logement, c'est pas un bien anodin. Ce n'est pas qu'un outil de spéculation, c'est pas qu'un placement. Ce n'est pas qu'un simple dossier doté d'un numéro unique. Le logement, c'est avant tout un lieu pour s'abriter, abriter les siens. C'est habiter avec ses représentations liées à sa propre histoire. Habiter, c'est une démarche naturelle pour tous ceux qui ont un abri. Ceux qui n'ont jamais eu de problème à se poser pour se loger. Habiter, c'est naturel. Mais si on perd cette habitude d'habiter, par un accident de la vie, on en rencontre, Élie Domergue, directeur du CCAS, des gens qui perdent l'habitude d'habiter, qui se retrouvent à la rue, à loger dans des box. Et tout un monde s'écroule. Ce n'est pas qu'un bien qui nous manque. C'est un abri où rassembler sa vie, où faire la jonction entre son histoire et l'histoire qu'on va proposer à ses proches, à ses enfants. Ne plus avoir de logement plonge dans le désarroi, déstructure et restructure la vie autrement. Donc le logement est un bien de première nécessité, mais c'est aussi un objet de désir, un lieu de désir. Et le désir s'entretient. Il y en a qui le perdent, parce qu'à un moment, ils ont tout perdu. Le logement est un lieu social, et c'est un lieu de l'intime. C'est ça le paradoxe du logement. C'est un lieu à partir duquel on peut se projeter, confiant dans le monde extérieur, puis avec l'assurance de pouvoir se retrouver, se ressourcer dans son habitat. La politique du logement est donc articulée sur 2 nécessités, pas sur une nécessité, sur 2 nécessités. Il faut construire et accompagner. Alors nous, les élus, construire, c'est notre job. Logiquement, c'est notre job. Construire en expliquant pourquoi on construit. Et c'est pas facile de convaincre, c'est pas facile de convaincre, d'expliquer que le logement social n'est pas l'ennemi du bien vivre. On pourrait penser qu'on est passé au-dessus de ça et tout, mais entre-temps, il y a Éric Zemmour qui parle à la télé, et le maire, il peut faire 3 heures de réunion, quand il y a Éric Zemmour à TF1 qui dit que les pauvres et les riches ne peuvent pas se mélanger dans un quartier, et il faut tout recommencer la réunion d'après, quoi. Et il ne faut pas construire que du logement social. Le job des élus, c'est pas construire que du logement social, il faut construire pour tous, il faut construire. Il faut des leviers pour ça. C'est puissant, et le levier, c'est la volonté des élus. Quand on réussit, quand on fait des opérations, il faut commencer petit, quand on fait des opérations de logements sociaux dans le centre-bourg, en rénovant des corps de ferme, on a des pétitions. Pétitions disent, mais oui, vous avez logé des sortants de prison, vous avez logé des drogués, vous avez logé des femmes battues. Ah oui, la pétition est réelle, on l'a même lu, l'opposition l'a même lu au conseil municipal, pour dire. Elle a été portée. C'est dingue. Grosso modo, ils citent les gens que justement on ne peut pas loger dans le logement social actuellement. C'est extraordinaire. Que non seulement il y a un déni de la solidarité, mais en plus, ils se trompent de cible. Dans les logements sociaux, justement, les gens les plus démunis, on n'arrive pas à les loger. Et quand on réussit, quand le logement est créé, quand c'est rénové, donc la résidence Corinne Soufflé, qui est juste derrière la mairie,
Ben, les gens, ils oublient. Alors on leur ressort la pétition. Moi, j'aime bien faire ça, je ressors la pétition. Alors explique, regardez ce que vous aviez écrit, vous avez signé, c'est votre nom là. Hein. Ah, je l'avais lu rapidement. Alors, et puis c'était le voisin, comprenez, nos enfants vont au collège ensemble, on s'aime bien, j'ai signé la pétition pour lui, voilà. Ils n'assument plus, ben, forcément ils n'assument plus, parce que ça fonctionne bien. Et ils voient que c'est des gens normaux qui viennent, quoi. Ouais, ça change tout. Mais pour ça, il faut le réussir. Et c'est pas que le construire, c'est aussi l'accompagnement qui a eu lieu derrière, avec le CCAS, le bailleur, les associations. Pareil pour l'ère de gens du voyage. Les pétitions sur l'ère de gens du voyage, enfin, c'est terrible. Et maintenant qu'elle est construite, ça pose plus de problème. Mais c'est pareil, il y a eu un gros effort d'accompagnement. Avec le bailleur à Doma. Donc, quand on réussit, on fait sortir un peu les gens de leur représentation du voisin. Hein, le voisin, c'est un ennemi. Hein, c'est quelqu'un qui va causer des nuisances, qui va faire du bruit le week-end, qui va avoir des enfants qui vont être mal élevés. Et quand il est pauvre, c'est pire. Donc, il faut construire. C'est le boulot des élus. Le boulot des élus, c'est pas de s'enfermer dans la plainte contre l'arrivée des dossiers d'ALLO. On a de plus en plus de dossiers d'ALLO. Ouais, mais il faut construire. Le boulot des élus, c'est pas de gérer les dossiers logements. C'est pas ça le boulot des élus. On n'est pas là pour gérer les dossiers logements, on est là pour construire des logements. Le boulot des élus, c'est essayer de sortir certains habitants des visions de peur. Peur du voisin, peur de l'autre. Et de toutes ces peurs qui masquent la peur originelle de l'autre. Parce que les gens, ils passent par des chemins détournés. Alors, ils ont peur des grues. Les grues sont hautes, il y a du vent, la grue va tomber. Ça, c'est un argument qu'on nous dit. Il faut faire attention, des faits, il faut bien fixer les grues au sol. Hein. Mais c'est un métier. Hein. Il faut, comment dire, il va y avoir beaucoup de travaux, donc il y aura beaucoup de camions. Ah, c'est la définition même de construire. Hein, et les maisons dans lesquelles on habite ont aussi, je dirais, un certain nombre de nuisances pour ceux qui habitaient là avant qu'on soit là. Et puis, les voitures. Les gens vont arriver, ils vont avoir plein de voitures. Ah, ils vont en avoir autant que nous. Hein. Et en plus, on va leur faire des parkings, mais ils ne vont pas les rentrer dans le parking. Ben, ils vont faire comme nous. Il ne faut pas penser que les habitants vont être mieux que nous, les nouveaux. Hein. Par contre, s'il y a un effort solidaire des habitants actuels, ben, peut-être qu'on peut y arriver ensemble. Hein. Le nouveau ne porte pas l'ensemble des marques de dysfonctionnement qu'ont l'ensemble des habitants. Donc il faut construire dense. Il faut construire dense pour défendre les espaces naturels. Alors ça, c'est parfois un grand malentendu, surtout avec les élus écolos. On nous dit, vous n'êtes pas écolo parce que vous faites des collectifs, vous ne faites pas des maisons avec des jardins. Ah, mais les jardins, c'est un espace vert privé. On n'a pas les moyens en Ile-de-France, c'est fini ça. Il faut expliquer aux élus. On n'a pas les moyens de construire des pavillons avec des logements verts privés. Il faut faire dense, il faut faire du collectif, il faut faire des espaces partagés, des jardins partagés. C'est ça la mission des élus maintenant. On n'est pas dans le Larzac ici. Donc si on veut préserver les espaces naturels, la forêt, les surfaces agricoles, etc. et tout, eh bien, il faut construire dense. Il faut arrêter de construire en nappe, loin de tout, en disant ouais, bientôt il va y avoir une ligne de train qui va arriver. Vous avez vu l'état où on est de la crise. Il faut construire près des infrastructures existantes. Il faut construire près des gares, il faut construire près des écoles. Facile d'agrandir une école, c'est plus difficile d'en construire une. Et puis, il faut que, passer le message aux habitants, qu'il faut arrêter d'avoir ces cœurs étriqués là, quand on parle de logement des gens. Dans une représentation, on a l'impression qu'on tombe dans des représentations des années 80 où chacun doit se démerder par lui-même. On a l'impression que se loger, c'est un peu la petite maison à la prairie. Là, on arrive avec son chariot, il y a un terrain, puis les enfants s'ébattent et tout, puis on se roule dans les fleurs, et puis on construit son logement avec des rondins, etc. Et tout. Mais c'est pas ça se loger. Ces gens qui ont des représentations comme ça du logement et qui traitent tous les autres d'assistés, c'est des gens qui ont de l'argent pour ça, pour acheter des terrains viabilisés et construire leur maison en bois. Ça, il faut rompre avec cette représentation-là. Donc là, on s'enferme. Évidemment, c'est facile de voir les autres comme des assistés. Surtout que ces gens-là, qui habitent dans ces pavillons-là, eux, après, ils sont dans le mythe. Alors, ils sont dans le mythe de la petite maison de la prairie. Puis après, ils sont dans le mythe du fort Alamo. Ils viennent voir le maire, ils disent, comprenez, pour se protéger des pauvres, il faut construire des murs énormes, des clôtures énormes. Alors, il faut construire des murs de 6 mètres de haut. Là. Il faut attendre la dérogation, là, des petites palissades d'un mètre 20, ça ne va pas en mairie. Vous êtes à côté de la réalité. Maintenant, avec l'insécurité, il faut construire des palissades autour des maisons, quoi, des trucs avec des vidéosurveillances, des barbelés autour, etc. Et tout, enfin, des trucs. Mais ça va être joli parce qu'il va y avoir du lierre. Ça va masquer un peu l'ensemble. Ça va faire vert. Le maire écolo, il va être content quand même, mais il faut une palissade autour. Voilà. Alors, il faut rappeler aux gens que le fort Alamo est tombé. Hein, enfin,
C'est l'histoire. On peut faire des murs, au bout d'un moment. Quand on est dans des résidences, on voit les cambriolages. Après, il faut parler des chiffres. Quand on parle des cambriolages, les gens qui sont abrités derrière des murs, une fois que le méchant il est passé le mur, on ne le voit plus de la rue. Il fait ce qu'il veut. Quand on est dans des résidences partagées, où on a une vision de son voisin, voilà. C'est embêtant, son voisin il voit qu'on sort travailler le matin. C'est ça la vie en société. Et en même temps, on voit qui rentre chez le voisin. Les zones les moins cambriolées, c'est les zones les plus ouvertes. Ça, c'est une représentation du logement. Donc voilà, donc c'est le job des élus principal en ce moment, c'est le logement. Et on pense que habiter, c'est pas un acte anodin. Habiter, c'est pas simplement avoir des murs. Pour les publics précarisés en souffrance, il faut l'aide des associations. Sinon, on serait dans une forme de pensée magique, on se dirait, le simple fait d'avoir logé quelqu'un qui est en grande souffrance sociale dans un logement, eh ben, ça éteint la misère. Ben non, c'est pas si simple. Donc il faut vraiment rappeler ces deux nécessités, construire, et construire du beau, de la haute qualité environnementale, du passif. Il faut arrêter avec cette idée que les riches qui ont les moyens de payer l'énergie vont dans le passif qui coûte très cher, et puis le logement social, il ne serait pas fait de passif, en logement passif. Ça ne va pas, ça. Le festin des pauvres, il n'est pas fait de miettes. Donc nous avons besoin des associations. Et alors c'est un paradoxe, c'est un autre paradoxe. Un premier paradoxe, c'est que les élus ne construisent pas. Ça c'est vraiment formidable, c'est le job des élus, construire. Et l'autre paradoxe, c'est comment on ne construit pas du social. Et l'autre paradoxe, c'est qu'on rôle sur les budgets des associations. En ce moment, c'est la crise. Donc vous comprenez, les ressources vont se tarir. Et les associations ont arrêté de vous plaindre. On nous dit ça en ce moment, on nous dit ça tout le temps. Les associations se plaignent. Les associations seraient dans la plainte, un peu comme les agriculteurs, vous voyez, avant. Dans les années 90, on disait les agriculteurs, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Voilà. Ceci dit, il y a un lien, parce que je pense que la PAC, la politique agricole commune, fait autant pour appauvrir les associations que la façon dont sont gérés les dossiers du FSE, parfois, pour les associations. Donc il y a un lien, en effet, peut-être, de cette plainte. Il faut que les associations cassent les tirelires. Il faut trouver les subventions. Quand on est en crise, il faut donner plus aux associations. C'est ça le paradoxe. Sinon, si on ne fait pas ça, on induit le fait que les associations seraient finalement des structures de confort qui agiraient par confort et pour confort. Mais on n'est pas là. C'est l'urgence en ce moment. Pas dans le confort. On n'est pas à se demander, à se bagarrer pour que quelqu'un qui a un T2 et un T3. On en est à ce que les gens soient logés tout court. Donc on a besoin d'associations fortes, avec du personnel formé, des directions qui managent, des conseils d'administration qui ont une vraie vision du territoire. Alors nous sommes dans un monde de paradoxes en ce moment. Alors évidemment que les financeurs, on comprend là, les ressources se tarissent. Donc il faut qu'ils aient des exigences, mais les associations, le citoyen, aussi doit être exigeant avec les financeurs. On a des politiques à court terme en ce moment, où on favorise des opportunités nouvelles, qui sont innovantes, mais on s'aperçoit qu'elles sont parfois des opportunités lucratives ou faussement associatives. Alors ça, on finance, on met les logos des collectivités territoriales, et puis on oublie les associations qui font le job depuis toujours. Et là, on leur dit, serrez-vous la ceinture. C'est pas nouveau, donc c'est moins porteur. Ça va pas. Donc comme vous voyez, à Bessancourt, on est à la fois décidé, puis on est un petit peu en colère. Parce qu'on pense que le discours doit être porté sur le département, sur la région, par les élus locaux, et qu'il faut qu'on arrête de s'abriter derrière des faux prétextes. Construire, c'est participer au développement durable. Les associations d'environnement qui ne comprennent pas ça, ils passent à côté de tout un champ du social qui est très important. Donc évidemment, quand on construit, on utilise de la surface naturelle. Donc il faut construire autrement, il faut construire plus dense pour défendre les espaces naturels. Donc il faut envoyer le message aux élus écologistes qu'il faut construire. C'est une nécessité. On ne récupérera pas que des friches industrielles polluées. Il faut construire sur du beau. Bon. Il faut envoyer le message aux financeurs
Donc il y a Philippe Métézo qui vient cet après-midi, etc. Et tout. C'est qu'en temps de crise, il faut donner plus aux assos. C'est comme ça. Peut-être qu'il y a quelques départementales, etc. Et tout, qui peuvent attendre. Il y a quelques trous, bon, c'est pas grave. Hein. Les gens, ils ont tous des 4x4 maintenant. Bon. Mais par contre, il faut donner aux assos. C'est là, il y a une urgence là. C'est là qu'il faut prioriser. Il faut prioriser. Quand on a peu d'argent, il faut prioriser. Donc ça, il faut l'envoyer, le discours aux financeurs. Puis il faut envoyer le discours à la région Île-de-France qu'il ne faut pas mettre son logo partout. Il y a des associations reconnues, labellisées, qui font bien le boulot, pas à peine d'aller chercher des structures ad hoc, etc. Et tout. Il faut favoriser la mise en réseau, ce que fait IDEAL, etc. Et tout. C'est ça qu'il faut faire actuellement. Il faut aller vers les acteurs de terrain, ceux qui bossent actuellement. Évidemment, pour un élu, c'est toujours mieux de créer une structure comme ça et tout, nouvelle, innovante, mais faisons l'innovation avec des associations qui existent. C'est qu'attendent que ça d'innover avec les autres. Donc ça, c'est un discours à passer. Et enfin, il faut faire passer un discours aux citoyens que nous sommes tous. Il faut voter pour les maires qui construisent du logement social. Bien sûr. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est en construction pour tous. Et puis en faisant accompagner ça par les associations. C'est ça que ces petites villes, comme ça, étriquées, etc. et tout, qui ont les peurs de l'autre, etc. et tout. Voyons. Ici, la salle où vous êtes, c'est la salle Paul de Bonneville. Paul de Bonneville, ça a été le premier maire après la guerre. Il faisait partie du Conseil national de résistance. À l'époque, c'était long, là, quand on construisait, on ne se posait pas la question de savoir si un pauvre allait nous envahir. Il fallait reloger les gens. Voilà. Alors, pour paraphraser la philosophe Hannah Arendt, moi je dis, acteurs associatifs, décideurs, élus, est-ce que nous allons être dignes de nos ancêtres en ces périodes de crise? Eh bien, il faut qu'on soit dignes de nos ancêtres. Voilà, je vous remercie et bienvenue à tous. Je ne vais pas faire de discours, simplement vous présenter le déroulement de cette matinée. Donc après le mot d'accueil du président et le discours à la fois sympathique, corrosif et d'une extrême intelligence du maire de Bessancourt, qui ne peut que ravir les associations qui sont présentes ici, et je l'espère les quelques politiques qui nous ont peut-être rejoints. Nous allons attaquer donc les deux conférences. Nous avons voulu cette journée en deux temps. Un premier temps qui est un temps où nous allons agiter nos neurones avec deux conférenciers, deux sociologues qui vont, pour la première, Florence Brunet, nous remémorer l'histoire des associations dans le champ de l'hébergement et du logement. C'est toujours intéressant de se replonger un petit peu aux origines pour peut-être mieux comprendre le présent et peut-être imaginer le futur. Et dans un deuxième temps, avec Fabrice Traversaz, faire le lien entre les associations que nous sommes et le champ de l'économie sociale. Nous sommes une partie de l'économie plus que significative et nous avons des références, nous avons des principes et que c'est aussi des fois intéressant de pouvoir se ressourcer, se remémorer ce genre d'éléments pour aussi tracer des perspectives. Alors la conférence que je vous propose, elle s'intitule Les associations loi 1901 dans le champ de l'hébergement et du logement, histoire et évolution récente. Mais le propos que je vais développer ce matin, il relève d'un regard qui est davantage sociologique en fait qu'historique, puisque je vais relire l'histoire des associations dans le champ du logement et de l'hébergement au regard de leur positionnement dans le cadre de l'intervention publique en faveur du logement des plus démunis, notamment en revenant sur un ensemble d'évolutions, de moments clés marquant ces 30 dernières années. Donc une histoire récente et surtout une histoire qui prend son sens donc dans le cadre d'une analyse du rôle des associations dans le système d'acteurs qui est le système d'intervention publique du logement et de l'hébergement. Donc ceci étant dit, donc c'est un regard aussi qui se nourrit d'un certain nombre de choses. Donc d'une part, vous retrouverez dans les réflexions que je vais développer un certain nombre d'analyses d'experts, sociologues, qui sont très connus, comme les travaux de René Balin, les travaux de Catherine Bourgeois,
Et puis c'est un regard aussi, des réflexions qui se nourrissent des travaux qui ont été menés dans le cadre de notre bureau d'études, donc Force Recherche Sociale, donc sur le champ de l'hébergement et du logement. Donc de travaux d'évaluation des politiques publiques, de travaux d'enquête, d'études auprès des ménages, auprès donc des associations également, des travaux que l'on a fait pour la Fondation Abbé Pierre par exemple, pour les Compagnons Bâtisseurs, pour des fédérations comme la FNARS, comme la Fédération des Pactes, etc. Donc voilà, c'est une conférence que je propose qui est à la fois nourrie par des éléments d'histoire, des éléments d'expertise de chercheurs, et puis également par aussi un certain nombre d'analyses qui émanent directement de travaux d'enquête de terrain auprès des associations. Alors, pour planter un petit peu le cadre de cette conférence, puisqu'il est difficile de parler des associations dans le champ de l'hébergement et du logement comme s'il s'agissait d'un ensemble tout à fait homogène. Au contraire, et c'est là toute la complexité de l'affaire, on est face à un ensemble de structures, d'organismes qui sont extrêmement hétérogènes, tant dans leur positionnement, leur finalité, leur registre d'intervention et leur histoire également. On y reviendra. Alors, pour tout d'abord éclaircir et ancrer donc la conférence par rapport à ce que peuvent être aujourd'hui les registres d'intervention des associations, je vais reprendre un petit peu la typologie qui avait été faite par Catherine Bourgeois, la sociologue Catherine Bourgeois, et qui distinguait 3 grands registres d'intervention pour les associations. Le premier registre, c'est celui donc de la médiation sociale. Alors, la médiation, je le rappelle, c'est l'intervention d'un tiers médiateur, la mise en relation par un tiers médiateur de 2 personnes physiques ou morales en vue de l'établissement ou du rétablissement d'une relation sociale. Alors, appliquée au champ du logement des défavorisés, cela renvoie à la notion de médiation locative qui a pour objectif de favoriser l'accueil ou le maintien dans le logement de familles qui ont des difficultés particulières par l'intermédiaire de différents dispositifs. Donc cela renvoie ici à l'accompagnement social lié au logement, bien sûr, aux dispositifs également de sous-location, les baux glissants, le soutien, l'accompagnement au relogement, etc. Le deuxième champ, c'est celui que l'on appelle la maîtrise d'ouvrage. Et ici, il s'agit de l'ensemble des opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements destinés aux personnes défavorisées. Alors, il s'agit de différents types de logements. Ce sont peut-être des logements de transition ou des logements pérennes, des logements dans le diffus ou des structures collectives ou des logements de type maison relais, etc. Mais là, on est vraiment sur de la création de logements adaptés. Et puis enfin, dernière dimension, dernier axe d'intervention, c'est celui de la gestion d'équipements. Et donc là, qui concerne la gestion de centres d'accueil, de centres d'hébergement de personnes en difficulté, lesquels bénéficient de financement, de conditions de financement spécifiques lorsqu'ils sont agréés par l'État. Et cela renvoie bien évidemment donc au CHRS, centres d'accueil d'urgence, de transition, hôtels sociaux, etc. Alors, ceci étant posé, la dimension vraiment unificatrice que René Balin a mise en avant, a mise en exergue dans le cadre de ses travaux, celle qui est le facteur, le dénominateur commun de l'ensemble des interventions des associations dans le champ du logement et de l'hébergement, c'est celle de faire le lien finalement entre l'offre et la demande de logement, de faciliter le lien, la rencontre entre des problématiques des ménages et des besoins et puis une offre de logement.
Alors, ces associations, elles constituent, comme je le disais tout à l'heure, une véritable nébuleuse d'organismes qui n'ont pas une seule une histoire commune, mais plutôt des histoires très singulières. Alors, il est difficile de revenir sur l'histoire de chacune des associations ou des fédérations, etc. Ce n'est pas véritablement le propos. Mais l'idée que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est que dans cette nébuleuse d'associations, on peut distinguer plusieurs types d'ancrage historique. Et certains qui sont extrêmement anciens. Alors là, je reviens sur les centres d'hébergement qui sont héritiers d'un courant qui est très ancien dans l'intervention sociale, pour certains, et qui est le courant de la prise en charge de ce qu'on appelle la pauvreté marginale. Alors, la pauvreté marginale, qu'est-ce que c'est ? C'est une expression qui a été développée par le sociologue Robert Castel et qui visait à distinguer donc pauvreté marginale de la pauvreté qu'on a appelée pauvreté laborieuse. Donc, il s'agissait ici des pauvres qui travaillent et qui bénéficient d'une intégration minimale dans la société. Le clivage étant entre les pauvretés marginales et pauvretés laborieuses, celui de l'inaptitude au travail. Alors le pauvre marginal, c'est la figure ancienne du mendiant, du vagabond, et un certain nombre de centres d'hébergement d'aujourd'hui sont inscrits dans ce mouvement très ancien qui trouve ses racines dans les ordres religieux du XVIIIe siècle pour certains, ce mouvement de la bienfaisance privée. Donc voilà, c'est ancré dans une dimension caritative à visée religieuse qui porte l'ancienne tradition de l'accueil religieux du pauvre. Voilà. Les CHRS d'aujourd'hui, pour certains, bien évidemment, pas pour tous, mais pour certains, sont héritiers de ces mouvements religieux d'antan, qui, à l'époque, servaient davantage de refuge et puis aussi de régulation de l'errance, davantage que de structure, d'insertion et d'accompagnement au logement autonome. Le deuxième mouvement historique que l'on peut distinguer, c'est celui de l'après-guerre, avec un contexte qui est très particulier. Celui de l'après-guerre, c'est un contexte de pénurie de logements engendré par les destructions massives de la période de guerre et d'une incapacité aussi des pouvoirs publics à enrayer ce déficit de logement qui se conjugue à ce moment-là dans les années 50 avec une exode rurale très fort qui va amplifier les besoins en logement. Et c'est le temps des initiatives privées alors à l'image, je ne sais pas si vous avez en tête ce mouvement des castors par exemple, c'est un mouvement d'autoconstruction coopérative qui est né juste dans l'après-guerre, qui était déjà significatif d'une forme d'empowerment, comme on a, pour utiliser un terme un petit peu peut-être un petit peu galvaudé, mais très actuel, de prise en charge de l'autoconstruction de logements. Bien évidemment, l'après-guerre, c'est aussi la création du mouvement Emmaüs, en 1949. C'est aussi l'émergence à ce moment-là, dans le sillage des associations d'éducation populaire qui a marqué très fortement la période des Trente Glorieuses. La création, par exemple, d'associations comme celle des compagnons, du réseau des compagnons bâtisseurs, donc un mouvement d'autoréhabilitation accompagné de logements. C'est aussi le mouvement Pactarim qui, lui, avait été créé un petit antérieurement au début du siècle pour lutter contre les taudis, mais qui, dans les années 50, va se structurer sous forme de fondation. Voilà, donc un mouvement qui prend aussi une certaine ampleur dans l'après-guerre face aux besoins exprimés
par donc la pénurie de logements et l'effort de reconstruction. Et puis, si on devait distinguer encore un troisième mouvement historique dans l'émergence d'associations dans le champ du logement et de l'hébergement, c'est un mouvement beaucoup plus récent qui, lui, a pris jour dans les années 90 et 2000, avec l'apparition d'associations qui ont renouvelé véritablement les modes d'intervention, les formes de mobilisation collective, et qui se sont structurées, qui ont émergé dans la foulée d'actions de rue, d'actions de mobilisation. Alors là, par exemple, je vous citerai le DAL, qui a été créé en 1990 dans le sillage d'une action donc d'occupation. Alors à l'époque, c'était la place de la Réunion dans le 20e arrondissement qui avait été occupée par un certain nombre de ménages expulsés. Et de ce mouvement collectif-là a été créé le DAL, qui ensuite a donné lieu à développer des modes d'intervention. Tout le monde se souvient aussi de cette occupation de l'immeuble de la rue du Dragon, qui avait été très médiatisé également en 1994. Donc on a de nouveaux modes d'action. On peut citer bien évidemment les enfants de Don Quichotte aussi en 2006 qui donc avaient installé des tentes pour les SDF au bord du canal Saint-Martin et qui ont d'ailleurs par leur interpellation forte au niveau des médias, ouvert la voie aussi à un certain nombre de lois, notamment le droit au logement opposable. Et puis, voilà, plus récemment, pour citer encore une dernière association, c'est l'association Jeudi Noir aussi, qui s'est créée avec toujours un ensemble de similitudes sur certaines associations, sur des modes d'action qui sont sur l'occupation, la réquisition, l'occupation de l'espace public, un impact médiatique, la recherche d'un impact médiatique fort pour interpeller les pouvoirs publics et faire bouger les lignes. Mais en dehors de ces trois mouvements, de ces trois axes historiques, donc plus ou moins anciens, il faut quand même souligner qu'aujourd'hui, un grand nombre d'associations loi 1901 qui sont impliquées dans le champ de l'hébergement et du logement sont des associations qui, au départ, étaient des associations qui n'avaient pas vocation à travailler dans le domaine du logement et de l'hébergement, qui avaient vocation à prendre en charge, accompagner des publics par des publics spécifiques, que ce soit les femmes victimes de violences conjugales pour certaines associations, que ce soit aussi par exemple les personnes toxicomanes pour d'autres associations, pour d'autres structures. Et ce sont des associations qui sont entrées dans le champ de l'hébergement et du logement parce qu'elles ont dû développer, porter une offre de logement, des solutions de logement au public qu'elles prenaient en charge, ce qui les a amenées progressivement au fil du temps à se structurer et à intégrer ce champ-là. Donc vous le voyez, on a effectivement un champ qui est loin d'être homogène, avec une multitude d'organismes qui ont des histoires très singulières, des ancrages, des références, des valeurs, etc., très, très particulières. On a également des fédérations. C'est un milieu qui agrège des fédérations distinctes, qui sont dotées de capacités, de cultures d'intervention aussi, qui sont très différentes. Certaines, comme la fédération des pactes, avec une culture immobilière forte, d'autres avec qui se sont développées sur une approche qui est davantage une approche sociale, qui intègre la dimension logement de leur action dans le cadre de perspectives plus globales d'insertion. Donc là, je pense notamment à la FNARS. Voilà, donc un champ qui est davantage une constellation qu'un mouvement véritablement homogène.
Alors, les choses ont véritablement, pour les associations, le premier temps sur lequel je voudrais revenir dans l'histoire, c'est un temps qui est encore relativement récent, mais c'est celui des années 80. Alors, pourquoi les années 80 ? Parce que au cours des années 80, le paradigme de l'action sociale, et notamment de l'action sociale sur le champ du logement, va véritablement changer. On va changer d'objet, puisque dans les années 80, une nouvelle question sociale émerge dans le domaine du logement, que le désengagement de l'État de la production de logements se conjugue avec l'élargissement de la crise économique. Et non seulement on ne construit plus assez de logements, mais par ailleurs, le nombre de personnes exclues du logement augmente considérablement. Et donc cette tension va générer toute une réflexion, puisque désormais il ne s'agit plus de réintégrer une population inadaptée, laissée à l'écart du progrès social, mais c'est l'ensemble du système d'accès et de maintien dans le logement qui pose problème. Et ça, c'est une prise de conscience qui se fait lors des années 80, avec la montée en puissance d'une expression qui est celle du nouveau pauvre. Alors, cette catégorie des nouveaux pauvres, en fait, c'est une catégorie qui apparaît au début des années 80 et qui désigne une catégorie de personnes qui sont fragilisées à la suite des mutations économiques, technologiques, à la suite des mutations sociales qui s'opèrent dans la société. On se rend compte que ce que l'on percevait auparavant comme acquis, la stabilité familiale, la stabilité dans l'emploi, et puis également la stabilité dans le logement, ne sont plus des facteurs déterminants acquis tout au long de la vie, mais que se rencontrent désormais des phénomènes d'exclusion durable de l'emploi, mais aussi d'exclusion durable du logement. Alors, cette prise de conscience, c'est une prise de conscience qui va, en termes de politique publique, aboutir à la nécessité donc d'une politique, de la mise en œuvre d'une politique globale contre la pauvreté, et ça va se traduire très concrètement par la création, par exemple, du RMI en décembre 1988. Donc on change aussi de vision à ce moment-là des besoins sociaux et de l'exclusion sociale et des réalités qu'elle recouvre. Alors c'est une période aussi, dans les années 80, où les associations vont jouer un rôle très important dans la formulation de réponses, puisque les associations étant directement en prise avec les besoins sur le terrain, elles vont être amenées à développer tout un ensemble d'initiatives dans le champ du logement et de l'hébergement. Et par exemple, donc c'est une période où des associations et certaines collectivités locales, communes, départements, etc., soutenues par l'État, vont constituer ce qu'on a appelé, donc à l'époque, les premiers fonds d'aide aux impayés de loyer, les fonds d'aide au relogement et de garantie. Donc voilà les premiers dispositifs de l'époque. C'est aussi l'époque où on voit émerger les premières expériences de sous-location associative, les baux glissants également, donc les baux glissants donc qui consiste à faire donc glisser l'association étant locataire en titre d'un logement va le sous-louer de manière temporaire et puis après faire glisser le bail au nom de l'occupant qui devient ensuite titulaire avec donc parfois un accompagnement social durant cette période de transition. Donc ces premières expériences sont faites dans cette période-là. C'est également la période où on commence à expérimenter de manière structurée les premiers accompagnements sociaux liés au logement. On a également des premiers plans départementaux pour le logement des défavorisés qui sont expérimentés, notamment dans les Yvelines en 1987, premier plan. Mais ce sont des initiatives éparses et puis aussi fondées évidemment sur le volontariat et les bonnes volontés locales. Mais c'est du moins une période de foisonnement d'initiatives et notamment d'initiatives portées, soutenues, développées par le secteur associatif.
c'était aussi une phase dans les années 80 où nouvelle forme de pauvreté, c'est aussi une nouvelle forme de réflexion sur la façon dont on accueille les exclus, les personnes en difficulté, notamment dans le cadre des dispositifs d'hébergement. On se rend compte à cette période-là, il y a une réflexion sur la notion des pratiques d'hébergement. Ces pratiques fondées sur la notion de réadaptation sociale sont-elles toujours adaptées à ces nouvelles formes d'exclusion qui touchent de plus en plus de monde, de plus en plus de familles. Donc c'est une période aussi où sont beaucoup remis en question certains modes d'action, certaines pratiques, certains discours, notamment dans le cadre des CHRS. On remet par exemple en question la notion d'internat avec certaines pratiques, des formes de contrôle un petit peu coercitives qui étaient autrefois exercées donc, dans le cadre des centres d'hébergement. Donc c'est une période aussi où on repense la notion d'accueil et cette fois-ci d'accueil, d'hébergement, d'accueil d'urgence ou de transition dans le cadre aussi d'une perspective d'accès, d'insertion et d'accès au logement autonome. Alors, cette période d'intense foisonnement d'expérimentation portée par le secteur associatif, elles vont aboutir très concrètement à un tournant dans le cadre des politiques publiques. Elles vont donner lieu à la loi que vous connaissez tous bien évidemment, c'est la loi Besson du 31 mai 1990. Cette loi, elle marque un tournant dans les politiques publiques en faveur du logement des défavorisés, puisqu'elle va instaurer un droit, le principe d'un droit au logement, et en reconnaissant, donc, je cite, que toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières a le droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et à s'y maintenir. Alors, on sort de l'optique de la mise à l'abri, de l'accueil d'une population un petit peu marginale, de la mise à l'abri des vagabonds, etc. Vous voyez que là, il y a véritablement un tournant majeur dans le cadre des politiques publiques, puisque la loi Besson établit le rapprochement entre les politiques du logement et les politiques d'action sociale, et elle va contribuer à articuler dans un même champ tout un ensemble de mesures qui étaient complémentaires, mais qui étaient conduites de façon un petit peu dispersée. Que ce soit le développement d'une offre nouvelle de logement, l'amélioration de la solvabilisation des ménages en difficulté, la dynamisation des personnes, des parcours résidentiels autour de démarches d'accompagnement social. Tous ces éléments vont devenir partie intégrante d'une politique sociale en faveur du logement. Alors, la loi Besson, c'est une loi qui donne une réelle valeur législative aux expérimentations qui avaient été conduites pendant la période précédente. Elle impose notamment dans chaque département l'élaboration des fameux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, les PDA-LPD. Ces plans étant établis entre donc l'État et le Conseil général, avec un bras financier, un bras armé financier qui est le FSL, le Fonds de solidarité logement, pour la mise en œuvre d'aides financières, par exemple donc les aides aux impayés loyers, l'aide à l'installation dans le logement, le paiement d'une caution pour l'entrée dans les lieux. Ce fonds FSL est également conçu pour financer un ensemble de mesures d'accompagnement social liées au logement, assurées par des organismes agréés, des associations, des centres communaux d'action sociale, etc. Et les bailleurs sociaux sont également impliqués dans cette dynamique, puisqu'ils peuvent également contribuer au financement du fonds et sont consultés pour l'élaboration du plan départemental. Les associations, à l'époque, ne sont pas oubliées, puisque l'un des objets, des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, sont représentées dans certaines instances, notamment dans le cadre de groupes de travail, donc doivent
sont conçus pour animer aussi cette réflexion sur les besoins et les réponses à apporter en matière de logement. Durant la période des années 80, les associations ont fondé leur légitimité sur leur capacité à repérer les besoins et sur leur faculté d'expérimentation, d'innovation. Et finalement, elles ont joué un rôle moteur dans l'élaboration de la loi Besson, qu'elles ont largement contribué à inspirer. Elles sont, de ce fait, dans le cadre d'une loi qui reconnaît leur savoir-faire, elles sont impliquées dans l'élaboration et la mise en œuvre des PDA-LPD, et elles se voient confier une place nouvelle dans les dispositifs de gestion et de production de logements en faveur des plus démunis. Et elles deviennent, au fil du temps, de véritables opérateurs des politiques du logement en direction des personnes défavorisées. Donc elles interviennent désormais sur différents registres et avec des moyens financiers spécifiques. Donc ce sont les mousses et l'accompagnement social lié au logement, qui est entériné par la loi Besson, l'allocation logement temporaire en 1993, l'aide à la médiation locative en 1998, l'aide à la gestion locative sociale en 2000. Donc voilà, il y a aussi la création de lignes budgétaires, de lignes de financement qui sont destinées à financer les interventions associatives sur ces différents registres. Néanmoins, c'est également une période où commence à se faire jour un vrai paradoxe, qui est que si les associations ont pu vivre la promulgation de la loi Besson comme une reconnaissance de leur rôle, comme une reconnaissance aussi de leur capacité à faire remonter les besoins, elles ont pu aussi par la suite se sentir quelque peu frustrées par la place qui leur était de facto laissée dans le cadre de notamment dans le cadre des PDA-LPD, puisque si elles en ont inspiré le contenu, de fait, elles ont été rarement sollicitées lors de l'élaboration des PDA-LPD et elles n'ont généralement pas participé à leurs instances de pilotage ou à leurs instances de mise en œuvre. Alors, elles ont pu effectivement s'estimer un petit peu lésées par la place qui leur a été faite dans le système d'action, moins en termes de moyens mis à disposition qu'en termes de reconnaissance de leurs compétences, de leur action, et elles se sont trouvées peut-être davantage sollicitées comme prestataires de services reconnus ponctuellement. Là, je cite les termes de René Balin, comme prestataires de services reconnus ponctuellement, alors qu'elles pensaient avoir aussi acquis un autre statut au niveau national. Par ailleurs, ces PDA-LPD, cette reconnaissance, finalement, paradoxalement, cette reconnaissance du rôle des associations avec cette structuration d'une véritable politique publique portée, financée, structurée dans le champ du logement, finalement, elle a peut-être davantage contribué à figer les positions acquises, davantage qu'à favoriser l'émergence de nouvelles solutions, de nouveaux opérateurs. Finalement, les associations seraient principalement intervenues dans les domaines où elles avaient acquis une compétence avant la loi Besson, en capitalisant leurs expériences antérieures, sans vraiment trouver dans les PDA-LPD un support pour élargir le mode d'intervention, pour participer à la diversification des réponses. Et finalement, ces plans départementaux, et c'est là peut-être le constat, le paradoxe que l'on peut tracer, c'est que ces plans départementaux ont peut-être davantage contribué à figer les positions acquises qu'ils n'ont participé au développement de solutions nouvelles, en renforçant les associations qui étaient déjà établies, sans pour autant faciliter la diversification des opérateurs. Alors, un chercheur qui s'appelle Loïc Aubré disait en 2004 que peut-être, et c'est peut-être cette citation-là qui marque la période, les associations sont reconnues en tant que sous-traitants, mais pas en tant qu'acteurs participant à la définition des politiques publiques. Et c'est là peut-être le phénomène un peu marquant de cette période intense des années 90. Alors,
parallèlement à cette reconnaissance du rôle des associations, donc cette reconnaissance des associations dans le champ du logement par la loi Besson, je voudrais revenir sur un autre élément clé au plan législatif dans les années 2000, qui est la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, puisque c'est une loi qui a véritablement modifié, amené les associations à modifier leurs pratiques, notamment dans le champ de l'hébergement, de l'accueil de publics en difficulté. Les associations ont, à l'occasion de cette loi, été amenées à porter une réflexion sur la place des usagers. Alors, c'est une loi que vous connaissez tous bien évidemment, qui réformait l'ancien texte qui datait du 30 juin 1975 et qui a contribué à fixer de nouvelles règles relatives aux droits des personnes. Alors, elle réaffirmait la place prépondérante des usagers. Elle entendait promouvoir l'autonomie, la protection des personnes, l'exercice de la citoyenneté, et puis elle a donné lieu très concrètement à un certain nombre à la formalisation d'un certain nombre de supports visant à encadrer donc la vie collective dans les établissements. Le livret d'accueil, par exemple, le contrat de séjour, le conseil de vie sociale. Les associations devaient aussi formaliser un projet d'établissement. Donc toutes choses qui au début des années 2000, dans cette période-là, a constitué une modification, un changement majeur pour les associations. Je me souviens qu'en 2003, on avait travaillé sur notamment les nouvelles pratiques au sein des CHRS en Haute-Normandie, donc dans la région de Rouen. Et à l'époque, tous les changements de la loi 2002 étaient étaient vécus comme un véritable, un bouleversement, quelque chose qu'il fallait intégrer, mettre en place, au prix notamment en termes professionnels, d'une modification des pratiques qui étaient pour les travailleurs sociaux qui étaient particulièrement fortes à l'époque. Alors c'est la démarche, la mise en œuvre d'une démarche qualité. Il fallait formaliser un certain nombre de procédures, ce qui n'allait pas de soi. Il fallait aussi mettre l'accent sur la professionnalisation des équipes. On travaille désormais avec donc des personnes qui sont diplômées, qui ont un diplôme de travail social. Une professionnalisation des pratiques qui d'ailleurs étaient reconnues comme étant tout à fait positive, puisque cela permettait aussi de faire évoluer un certain nombre de pratiques dont je parlais tout à l'heure, de pratiques d'accueil qui, pour certaines, étaient un petit peu datées, étaient parfois un petit peu coercitives avec les usagers. Donc ça a permis aussi de reposer de nouvelles bases pour les pratiques des centres d'hébergement. Et c'est à cette époque-là aussi, avec la loi, qu'a été inscrite l'obligation d'évaluation. Donc c'est très important, cette obligation d'évaluation, puisque, on le verra, on en reparlera après, mais ça, c'est quand même, cela signifie que l'action des associations doit avoir un impact auprès des personnes. Donc on doit pouvoir mesurer, évaluer, quantifier l'impact des actions menées, la performance de l'action que l'on mène auprès de publics en difficulté, à l'aune de certains indicateurs, critères, et puis cela signifie que les structures financeurs vont également juger, disons, le bien fondé aussi des financements à l'aune de résultats qui sont censés être objectivables. Donc voilà, il y a l'évaluation aussi va contribuer à renouveler, va se poser comme un nouvel horizon dans le cadre des pratiques, des structures, des organismes, des associations intervenant dans le champ du logement. Alors,
les années 2000, c'est non seulement donc la loi 2002, mais c'est également aussi une véritable complexification du jeu d'acteurs autour de la question du logement des défavorisés. Alors, outre la loi Besson dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi un ensemble de mouvements de décentralisation, de mouvements successifs de décentralisation, et notamment en 2004, la loi relative aux libertés et responsabilités locales. Donc ces mouvements de décentralisation, ils ont contribué à modifier la donne, à modifier le partage de compétences entre les acteurs qui étaient impliqués dans les politiques du logement. Les conseils généraux deviennent seuls gestionnaires du FSL, bien que les PDA-LPD demeurent sous copilotage État-département, mais les conseils généraux donc, voient leur marge de manœuvre s'accroître, tandis que les EPCI, les communes, avec la délégation des aides à la pierre et la multiplication des PLH, elles voient leur rôle qui était jusqu'alors relativement marginal se renforcer. On voit donc émerger aussi l'échelle intercommunale comme échelon pertinent en matière d'élaboration, en matière de mise en œuvre des politiques du logement à destination des plus démunis. Donc on a une complexification du jeu d'acteurs autour de la question du logement des défavorisés. Et très concrètement, ça se traduit pour les associations par une multiplication des dispositifs de conventionnement ou des lignes de subvention dont dépend désormais leur pérennité financière. Elles sont par exemple sollicitées à l'occasion du moratoire Borloo pour accompagner les ménages dans l'apurement des dettes de loyer. Elles nouent aussi des relations de plus en plus étroites avec les bailleurs sociaux dans le cadre de l'accompagnement des ménages de leur parc. Voilà. Et désormais, dans les années 2000, une même association peut être financée par des bailleurs sociaux, par l'État, par le Conseil général, au titre de différentes prestations d'activité. Elles s'impliquent donc au fil des ans, ces associations, au travers d'un nombre accru de dispositifs dans l'accompagnement des personnes les plus éloignées du logement autonome. Et elles se trouvent très fortement mobilisées aussi dans les partenariats locaux. Donc là, je pense que ça évoquera sans doute des situations, des réalités que vous vivez aujourd'hui. Mais ce sont des partenariats qui ne sont pas exempts d'un certain nombre de tensions. Alors, se constituent désormais de véritables filières d'accès au logement qui s'organisent localement selon une logique de coopération interacteurs fondée sur la connaissance réciproque, la reconnaissance aussi réciproque des compétences des uns et des autres. Et peu à peu, les associations se spécialisent dans un accompagnement resserré des publics. Et cet accompagnement resserré va incarner, notamment aux yeux des partenaires locaux et notamment des bailleurs, une garantie, un label permettant aux ménages les plus fragiles d'accéder au logement autonome. Alors, concrètement, cette entente réciproque sur les objectifs et les contraintes de chacun, elle se traduit par un nombre croissant de conventionnements, bailleurs, associations, etc., de délégations de gestion. Mais c'est aussi un partenariat local qui est en tension et dans lequel la position des associations elle est parfois assez difficile. D'une part parce qu'elle se retrouve au cœur de tensions assez fortes entre l'État local et les conseils généraux, avec parfois donc des situations compliquées. Voilà, on nous avait évoqué des situations de conseils généraux qui mènent la politique de la chaise vide et qui choisissent par exemple de déserter certaines commissions d'ALLO en réponse à donc des injonctions de prise en charge de certains publics. Enfin, la loi DALLO d'ailleurs, et là je ferai un petit focus là-dessus, parce que cette loi DALLO, elle contribue à mettre en tension un système d'acteurs locaux et à remettre en question certaines formes de coopération tacite qui s'étaient mises en place au fil des ans et qui existaient et qui fonctionnaient. Elle place, cette loi DALLO, les associations entre deux logiques contradictoires.
d'une part, la logique qui consiste à se faire le témoin des difficultés de logement les plus démunis, en les accompagnant dans ces démarches judiciaires où ils peuvent faire valoir leurs droits au logement. Et puis d'autre part, la logique qui consiste aussi à jouer de l'interconnaissance, des partenariats pour accompagner les ménages vers le logement dans une logique de concertation avec les acteurs locaux, qu'il s'agisse des conseils généraux, des bailleurs, des EPCI, de l'État, etc. Donc c'est une loi qui finalement est venue un petit peu ébranler les régulations locales, dans la mesure où elle instaurait la possibilité d'un coupe-fil vers le logement autonome sur la base d'une définition des publics prioritaires, des publics dits prioritaires. Désormais, la voie classique de l'accompagnement associatif n'était plus la seule voie d'accès au logement autonome pour des ménages les plus en difficulté. Mais un certain nombre de ménages inconnus, dont le parcours vers l'autonomie n'était pas balisé par un suivi associatif, mais néanmoins prioritaire aux yeux de la loi, pouvaient déposer des recours juridiques et faire valoir leurs droits au logement. Et donc, certains ménages prioritaires, selon la loi Dallot, viennent concurrencer les ménages défavorisés, par exemple au titre du PDA-LPD, qui sont, eux, connus et suivis par les acteurs associatifs. Donc, on voit bien que la posture associative, elle devient assez délicate, puisqu'il s'agit d'accompagner les ménages du PDA-LPD dans l'accès au logement, mais également accompagner d'autres ménages dans le montage des dossiers Dallot, donc appuyer les dossiers de ménage qu'on ne connaît pas au détriment potentiellement d'autres dossiers de ménage, voilà, dans une logique de priorisation qui est délicate et qui risque de fragiliser également les relations qui sont tissées avec les bailleurs sociaux. Donc, à bien des égards, la loi Dallot, elle a contribué à ébranler des équilibres locaux qui étaient fondés sur le pragmatisme, sur la connaissance et les partenariats, la connaissance interpersonnelle et les partenariats locaux. Alors, autre élément très important dans l'histoire des associations, une histoire là encore très récente, mais la dernière décennie a été un foisonnement législatif tout à fait inhabituel. Enfin, voilà, je crois qu'on a eu plus de lois en 10 ans qu'au cours des 40 dernières années en matière sur les champs du logement. Et notamment une loi qui a contribué à inscrire donc les associations dans une logique d'intervention très spécifique. Notamment, donc, c'est la loi qu'on a appelée la loi Moll de 2009, qui a modifié le régime des agréments attribués aux organismes et qui donc a restructuré ces agréments. Je crois qu'il y en avait une trentaine avant, désormais il y en a 3, qui répertorient 3 types d'activités, qui sont donc la maîtrise d'ouvrage, l'ingénierie sociale et l'intermédiation locative, la gestion locative sociale, et l'attribution de ces agréments aux associations est désormais soumise à un certain nombre de critères qui sont donc les capacités financières de l'organisme associatif, ses compétences dans le domaine du logement et aussi le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants. Donc voilà, c'est une loi qui va structurer cette logique d'agrémentation. C'est a priori d'ailleurs une ambition louable, puisqu'il s'agissait de rendre aussi plus lisible un secteur qui était caractérisé donc par la multiplicité, par l'hétérogénéité des intervenants. Mais c'est une loi aussi qui fait écho à une tendance de fond que l'on a repérée dans d'autres champs que celui du logement. Une tendance de fond qui est aussi qui existe par exemple dans l'humanitaire, dans le champ de la solidarité internationale. C'est un champ une tendance qui consiste à restructurer le secteur associatif en limitant le nombre d'intervenants et en favorisant l'écrémage, si vous voulez, c'est une expression qui n'est pas très heureuse, mais enfin l'écrémage du milieu au profit de quelques grosses structures avec une solide assise financière, des structures très professionnalisées.
Pour l'État, cette rationalisation du milieu associatif, elle se justifie dans la mesure où elle devrait permettre d'éviter un éparpillement des fonds distribués, elle devrait éviter aussi certaines situations difficiles, situations financières difficiles pour des petites associations qui n'ont pas l'assise budgétaire ou la technicité suffisante pour porter certaines opérations. Néanmoins, cette rationalisation du secteur associatif, qui de fait se trouve précipitée par la loi Moll, elle engendre un certain nombre de questions. Parce qu'elle soulève certaines perspectives possibles, et notamment une forme de standardisation, un appauvrissement aussi des réponses apportées aux besoins des plus démunis, le jour où n'existeront que le jour, là j'extrapole peut-être un peu, mais le jour où ne coexisteront plus que des associations très professionnalisées, de large envergure. Est-ce que on va être en mesure de porter l'innovation comme on a pu la porter dans les années 80, par exemple, avec le foisonnement que l'on a connu? Et puis, deuxième interrogation, cette logique de restructuration du secteur, elle pourrait avoir aussi pour conséquence de laisser de côté une partie des publics défavorisés, les plus précaires et les plus marginaux, ceux qui rentrent plus difficilement dans les cadres de l'action sociale traditionnelle. Alors, puisque désormais les associations s'inscrivent dans le cadre d'appels d'offres, où elles répondent pour un certain nombre de mesures financées avec derrière des objectifs d'évaluation, de sortie. On sait que dans le champ de l'IAE, par exemple, ça a pu avoir certains effets pervers, donc l'insertion par l'activité économique, puisque ça a amené à sélectionner une certaine forme de sélection des publics les moins en difficulté pour se garantir après d'être dans les clous au regard des objectifs de sortie. Donc qui est-ce qui va, dans ce cadre-là, continuer à prendre en charge les situations sociales les plus difficiles, les plus précaires, et celles pour lesquelles les perspectives sont les plus aléatoires, c'est une question qui reste en suspens. Paradoxalement d'ailleurs, les pouvoirs publics eux-mêmes risquent d'être les premiers à pâtir de cette rationalisation du secteur associatif, puisque ça pourrait avoir pour conséquence de rigidifier un fonctionnement global qui était jusqu'alors fondé sur la souplesse, l'adaptabilité du milieu associatif, permettant des montages administratifs à la marge des dispositifs, à la marge des cadres conventionnels, et dont finalement les pouvoirs publics étaient les premiers bénéficiaires lorsqu'il s'agissait de prendre en charge des situations qui ne rentraient pas dans d'autres cadres. Donc c'est là le caractère profondément contradictoire de la demande publique qui est aujourd'hui faite aux associations, alors même qu'on les investit de responsabilités croissantes, qu'on les invite à prendre en charge des publics dont personne ne souhaite s'occuper. On leur demande également de sécuriser leur fonctionnement et leur viabilité financière. On leur demande de se professionnaliser, d'être compétitifs et d'inscrire leur action dans le cadre de cahiers des charges publics préformatés. Au risque d'oublier que c'est justement leur capacité de bricolage, entre guillemets, leur potentiel d'innovation, leur assise militante qui, dans le passé et encore aujourd'hui, fait leur force. Alors, dans ce contexte-là, un certain nombre de questions émergent. Aujourd'hui, d'ailleurs, on parle d'un risque nouveau, c'est peut-être celui aussi d'un dévoiement de l'ambition associative, lorsque désormais, pour un certain nombre d'associations, la logique qui prévaut, c'est celle de s'inscrire dans les catégories de financement existantes. Quel est le sens de l'action associative aussi lorsqu'on est contraint de se professionnaliser à tel point que la logique du militantisme peut-être se dissout quelque peu.
quelqu'un disait d'ailleurs, a eu cette expression-là, donc un intervenant associatif que j'avais rencontré me disait finalement, est-ce que les associations aujourd'hui ne sont pas des entreprises avec des CA de bénévoles, quoi. On est quand même sur une logique aussi où la technicité qui est demandée est très forte. Et voilà, le lien avec l'interpellation aussi, la capacité d'interpellation qui demeure des pouvoirs publics lorsque on est très étroitement impliqué dans la mise en œuvre de cette politique et qu'on est financé pour le faire. Voilà. Et aussi les risques d'une concurrence interassociative. Comment est-ce qu'on peut parler aussi d'une même voix lorsque on voit que des contextes locaux et les contextes aussi même, y compris nationaux sont marqués par une certaine forme de tension au sein des partenariats et un champ qui est peut-être aujourd'hui encore qui peine à parler d'une seule et même voix et qui peine à porter véritablement une parole commune. Alors, je terminerai du coup avec davantage de questionnements, mais qui ouvriront, je crois, la réflexion pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire-là ? Quels sont les nouveaux défis ? Donc, on a vu que les associations, c'est aujourd'hui un acteur incontournable des politiques du logement et de l'hébergement. Que ces politiques reposent fortement sur cette capacité du secteur associatif à être au plus près des publics accueillis, mais que voilà, on est peut-être aujourd'hui face à une crise identitaire. Alors on en rediscutera peut-être après. Comment concilier la logique gestionnaire avec la logique militante ? Comment conserver dans ce cadre-là un projet associatif vivant et une capacité d'interpellation ? Comment préserver l'imagination associative, continuer à faire du sur-mesure alors que l'on s'inscrit de plus en plus dans le cadre de cahiers des charges d'une intervention qui est très formatée par les pouvoirs publics. Voilà, donc c'est une relecture de l'histoire, finalement une histoire assez récente, mais j'espère qu'elle aura évoqué pour vous des choses au niveau des réalités, de ce que vous pouvez vivre au quotidien, et puis voilà, qu'elle ouvrira aussi le débat sur la nouvelle forme, et voilà, le débat sur les perspectives, bien évidemment. Ou peut-être pas forcément des questions d'ailleurs, mais peut-être aussi remarques, tout simplement des prises de position. Voilà, des prises de position ou des interventions par rapport à ce que vous pouvez expérimenter, connaître, vivre dans le cadre des activités. Je crois que c'est le principe du forum d'IDEL, c'est que c'est effectivement s'enrichir les uns des autres, à la fois par des interventions comme la vôtre, mais aussi des témoignages, l'interaction, c'est un peu ça l'idée, c'est le principe de ce qu'on veut faire. Donc, Vous avez évoqué donc toutes ces lois. Est-ce que vous faites le lien avec les directives européennes qui sont en œuvre déjà depuis très longtemps et que la France a du mal bien sûr à adapter, avec cette histoire de marchandisation du travail social qui a vu le jour dans d'autres secteurs comme l'aide à domicile, etc., et qui maintenant est en plein essor, si je puis dire, sur le secteur de l'hébergement et du logement et de tout le travail social. Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner. Le mouvement que vous appelez à juste titre de marchandisation du travail social, c'est un mouvement qui n'est pas uniquement franco-français, mais qui s'inscrit aussi dans le cadre de politiques européennes et qui se décline dans des champs qui relèvent de l'action sociale au sens large, donc qui dépassent le champ du logement, de l'hébergement. Vous parliez des services à domicile, de l'aide à domicile. C'est également quelque chose qui a, avant même le champ du logement, qui a concerné, comme je disais tout à l'heure, l'insertion par l'activité économique, où on a fortement normé, encadré les mesures
d'accompagnement donc des personnes de retour vers l'emploi. La logique, l'histoire aussi, la logique de l'évaluation aussi de l'action, c'est une logique qui est très fortement portée par les autorités européennes. Hein. Et dans le cadre des fonds européens, on est dans le cadre de procédures qui sont extrêmement formalisées, avec une logique d'évaluation systématique de l'impact des actions menées, quel que soit le champ dans lequel on s'inscrit. Et le champ social n'est pas conçu comme étant un champ à part avec une spécificité qui le situerait en dehors de cette obligation d'évaluation. Mais vous avez raison de le souligner, il y a une cohérence entre des mouvements français qui sont traduits dans les lois et des politiques européennes, une philosophie, des principes d'action portés dans le cadre des institutions européennes. Bonjour, je suis étudiante en 2e année de l'école éducateur spécialisé. Je voulais vous demander par rapport aux IAE, nous on est en stage actuellement dans une structure, dans un chantier d'insertion. Quand vous dites qu'il faut amener à prendre des personnes qui sont le plus dans les clous, est-ce que vous pouvez plus détailler, s'il vous plaît ? Alors là, il s'agit en fait d'une... Alors on n'a pas d'études spécifiquement conduites dans le cadre du cabinet sur cette problématique-là. Donc là, ce sont des choses qui émanent soit d'articles qu'on a pu lire, enfin de lectures, voilà, de travaux d'experts, et aussi de propos qu'on a recueillis auprès des intervenants de terrain. Vous avez un article alors qui sans doute vous intéressera. Et qui est, je crois, disponible sur le site des ASH, qui s'appelle « Les associations face au marché, l'impasse ». Et c'est un article d'une journaliste qui s'appelle Caroline Cedrati-Dinet, et qui justement revient sur cette logique la logique des agréments et de la marchandisation du social, qu'elle donc pose assez bien le cadre. C'est un article très intéressant, et elle évoque plusieurs exemples du champ de l'insertion par l'activité économique pour expliquer comment en fait les impératifs, notamment en termes de durée des mesures et de sortie des publics dans l'emploi, peuvent amener les structures à sélectionner en fait des publics qui leur permettront en gros de remplir les objectifs auxquels ils sont qui sont les leurs en fait. Donc voilà, pour plus d'informations vraiment sur cette dimension-là, je vous conseille de lire ce travail, cet article qui est très intéressant, et puis voilà, qui vous apportera aussi du coup avec une bibliographie sur vraiment le champ de l'IAE, si vous êtes intéressé par la question. Ça me permet de saluer les étudiants qui sont dans la salle, étant donné que ce forum, pour la première fois, accueille un groupe significatif d'étudiants de l'EPSS, mais peut-être aussi d'ailleurs, hein, des étudiants en cours de formation de travail social. Ils sont un peu plus d'une vingtaine, donc voilà, bonne journée à eux, et puis merci d'avoir fait le choix de cette journée forum pour parfaire votre formation. Monsieur Elerno, du Secours catholique. Oui, ce qui me frappe, c'est l'État ou les pouvoirs publics en général comblent quelquefois un certain nombre de trous, mais et après autrefois, on a construit des cités de harkis, j'ai connu ça, ou des foyers, bon, témoin ce qu'était Sonatotra ou l'Aptam, etc. Mais après, où vont les gens? Là, on retrouve actuellement le problème avec les CADA. Les gens qui, bon, on leur dit il faut quitter le CADA, vous avez une réponse négative, où allez-vous? Donc il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de pour ces gens qu'on pousse dehors. On dirait actuellement vis-à-vis d'un certain nombre de sans-papiers, enfin au moins dans le 95, avec la politique du Conseil général vis-à-vis de l'aide sociale à l'enfance. Les gens qui sont à moitié couverts par le 115 et de l'autre des chambres d'hôtel qui sont financées par l'ASE,
L'ASE leur envoie une belle lettre en disant maintenant rejoignez vos réseaux amicaux, etc. Bon, désormais, eh bien, on coupe le financement et donc vous vous trouvez à la rue. Et nous, on se retrouve face à ces publics qui sont laissés sur le bord du chemin parce qu'ils sont en dehors justement de ces logiques gouvernementales ou départementales ou nationales. Je crois qu'effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, on est sans doute aujourd'hui, on a un phénomène de massification des problématiques de précarité et notamment de précarité au regard du logement, qui font qu'on n'est plus aujourd'hui, ce sont des problématiques qui ne concernent plus aujourd'hui uniquement les catégories sociales les plus défavorisées, mais qu'on a un glissement de la précarité du logement aujourd'hui sur les classes moyennes, sur y compris des ménages qui sont dans l'emploi, et qui font que finalement le système devient de plus en plus difficile à tenir et que de fait il est extrêmement aujourd'hui compliqué d'apporter des solutions à l'ensemble des catégories de ménages qui sont confrontées aux problématiques de logement, parce que ces problématiques deviennent de plus en plus importantes et pour un nombre de plus en plus large de ménages. C'est un des constats qui peut être fait à l'heure actuelle. Sur ce que vous avez dit dans votre propos, et puis pour reprendre ce qui a été la question de l'étudiante tout à l'heure, sur la question de l'évaluation, qui est une question importante, et en même temps les risques que ça comporte sur le glissement potentiel que ça peut avoir, notamment sur le fait que l'évaluation peut à un moment donné dicter la marche à suivre des professionnels ou de l'association. Et la question était tout à fait ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les objectifs qui sont fixés à l'initialisation peuvent, s'ils ne sont pas réalisés, faire prendre un risque financier aux associations au moment de l'évaluation finale. Et du coup, le glissement qui peut se produire, c'est de privilégier des publics qui permettront d'atteindre l'objectif au détriment de publics qui ont vraiment des besoins et avec lesquels on n'atteindra peut-être pas l'objectif fixé sur le projet entre les financeurs et les secteurs associatifs. Donc je pense qu'il faut quand même être vigilant à ce qu'il n'y ait pas un diktat à un moment donné de cet élément-là et que les uns et les autres puissent savoir prendre un risque, de se dire il y a des gens qui ont des besoins, ils sont accompagnés, on les prend en charge. Et le risque, c'est que ça n'aboutisse pas, puisque dans le secteur social, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas complètement scientifique, c'est bien la capacité à projeter un parcours et à savoir exactement point par point ce que ça va pouvoir donner au terme de X mois d'accompagnement. Donc je pense qu'il faut que là-dessus, les notions d'évaluation restent quand même souples et intelligentes pour pas qu'à un moment donné, l'ordonnancement des protocoles de travail finissent par se caler uniquement sur ces questions-là, au détriment de l'accompagnement de certains publics. Donc ça, je pense que c'est important. Et en même temps, sur la question de l'innovation, qui est quand même le nerf de la guerre, puisqu'on a bien affaire, et toute l'histoire des associations que vous avez listées, sont quand même le reflet de moments de tension, avec des typologies de public et des réalités de terrain qui, à un moment donné, n'étaient pas ou plus prises en charge, et qui faisaient que d'un moment, ça cristallisait des personnes et des associations autour de cette problématique pour qu'il y ait une nouvelle prise en charge. Donc si à un moment donné, les politiques publiques ne permettent pas d'innover et de prendre en charge des nouveaux besoins, il y a un moment donné, ça va laisser sur le bord de la route un certain nombre de personnes. Et donc, il faudra réinterroger la question du militantisme et la question aussi de la prise en charge de tous et de toutes, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi, de la part de l'État et des financeurs, à veiller à ce qu'il y ait une capacité permanente d'innovation et de prise en charge de tous. Et aussi, la question de l'innovation pose aussi la question, après, du droit commun, puisqu'il y a eu des projets d'innovation. Quand ils sont pas intéressants, autant s'arrêter là.
Quand ils font leurs preuves, la question c'est après comment on les finance. Et bien souvent, il y a eu des expérimentations, notamment avec Martin Hirsch, qui ont eu quelques difficultés après coup à trouver des relais pour se pérenniser, puisque le droit commun n'avait rien imaginé pour ces protocoles-là, quoi. Donc je pense qu'il faut rester dans la souplesse en même temps et interagir. Évidemment que l'évaluation est importante, mais il ne faut pas non plus qu'elle dicte le quotidien des associations. Isabelle, ce sera la dernière question avant qu'on fasse une petite pause, et vous pourrez relancer la machine à questions ensuite après la deuxième conférence. Isabelle Vater, association Espérer 95. Plus fort plus près. Donc pour dire qu'en effet l'association se réfléchit actuellement, toutes les questions que vous posez dans votre conclusion traversent les réflexions d'Espérer 95. Parmi les activités d'hébergement, en effet on répond à la commande publique puisqu'on va héberger une typologie, population, famille accompagnée d'enfants. Donc nos moyens financiers sont essentiellement sur ces publics-là. Après, l'association, avec sa fibre militante, essaie aussi de développer d'autres réponses pour un public beaucoup plus marginalisé. Et là, les difficultés se posent, puisque c'est bien ces activités-là qui vont être saisonnières, c'est ces activités-là qui sont les moins financées, et c'est sur ces activités-là qu'on a le moins grand nombre de personnes professionnelles. Et on voit bien que par rapport au public qui sont dans de grandes difficultés, on n'arrivera pas de cette manière-là à pouvoir développer des réponses qui seront innovantes, qui correspondront aux besoins. On est dans ces paradoxes-là. C'était un témoignage. Est-ce que vous souhaitez conclure votre conférence, ou est-ce que c'est Isabelle qui a le mot de la fin de cette première partie ? Non, mais je crois que ce que vous vivez donne de la réalité, hein, une réalité concrète de terrain. C'est vraiment, on était sur des tendances historiques, on parlait de système d'acteurs, on parlait d'évolution des politiques publiques. On voit très bien que derrière, il y a des associations qui sont confrontées à des besoins avec des personnes, des ménages qui ont des difficultés, des familles, des problématiques à gérer, et que dans cette rencontre-là, et là on est vraiment sur du concret, du quotidien, il faut trouver des solutions. Et trouver des solutions avec quel financement, avec quels moyens, quel type d'intervention, quel travail social derrière. Ça fait partie des questions, et du coup, je laisse le mot de la fin aux professionnels de terrain. Merci beaucoup à vous. Eh bien, écoutez, Florence Brunet, merci.